messieurs, mesdames, bonjour et merci de rester fidèles sur la télévision citoyenne pour suivre cette édition de la mi-journée. Cela dit, Niamey abrite le deuxième colloque régional sur la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel qui se déroulera du 8 au 10 décembre 2016. Objectif, réfléchir et proposer des solutions pour lutter contre ces fléaux. Le point avec Rekia Hima. Balayer le Sahel de la radicalisation et l'extrémiste violent, c'est ce droit de regard que vont porter les participants à ce colloque de Niamey après celui de Bamako pendant les 3 jours que dureront les travaux. Œuvre commune entre l'État du Niger, la Mi-Sahel et le G5 Sahel pour une lutte multisectorielle. Aucun pays du Sahel ne peut faire face à la menace terroriste tout seul. La coopération régionale se trouve être la stratégie appropriée. On l'a vu dans les pays du bassin du lac Tchad. Même les pays aussi puissants que le Nigeria ont dû avoir besoin des voisins. Deuxièmement, chaque pays de la région du Sahel doit se préparer et s'approprier toutes les stratégies de lutte contre le terrorisme avant de pouvoir coopérer. La menace est là, elle est réelle, tant sur le plan planétaire qu'africain, car cela fait plus d'une décennie que la lutte est engagée entre les États et les forces obscurantistes. Les échanges sur la clarification d'un certain nombre de notions et de concepts, en particulier celui de la radicalisation violente, nous ont montré que le phénomène reste difficile à cerner et fait appel à des ressorts psychologiques, politiques, socio-économiques et culturels très complexes et difficilement modélisables. On peut en conclure que la question de la radicalisation constituera longtemps encore un vaste champ d'investigation pour nos experts et chercheurs. Le colloque de Bamako nous a donné de nombreux motifs de satisfaction, à savoir le nombre élevé, la qualité et l'assiduité des participants tout au long des travaux, l'intérêt qu'ils ont marqué pour le sujet comme en témoigne la relance des débats remarqués par tous le dernier jour, et enfin la grande qualité de communication des différentes sessions. Nous avons également tiré les enseignements de ce premier exercice, comme par exemple le fait d'associer des parlementaires au présent colloque et d'y intégrer de nouvelles thématiques telles que le rôle de l'Internet et plus particulièrement des réseaux sociaux dans le processus de radicalisation et de mondialisation du phénomène. Après l'intervention des participants selon leur protocole, le ministre nigérien des Affaires étrangères souhaite qu'une réponse intelligente et des solutions envisageables soient apportées contre ce fléau. Le devoir des États et des citoyens est d'apporter une réponse intelligente et construite autour des valeurs humaines et de ce que nos civilisations et toutes nos religions ont consacré, à savoir la sacralité de la vie humaine, la tolérance, le libre choix, le libre arbitre et toutes les libertés individuelles et collectives. Les communautés religieuses et scientifiques doivent déconstruire et délégitimer tous les arguments et tous les alibis qui alimentent et nourrissent l'extrémisme violent. La communauté internationale et les États pris individuellement doivent créer les conditions de produire les débats scientifiques appropriés pour permettre de délégitimer toutes ces constructions obscurantistes par lesquelles il est désormais devenu possible d'engager des milliers et des milliers de personnes dans la violence et dans l'intolérance. Si nous perdons sur les champs des idées, nous ne gagnerons jamais le combat contre le terrorisme et contre tous les extrémistes. Puisse donc ce colloque en être une étape utile et pertinente. Mesdames et messieurs, je ne pourrais pas conclure ce propos sans rendre hommage aux forces de défense et de sécurité de nos pays qui se battent courageusement chaque jour pour protéger nos États et assurer la sécurité de nos populations, mais aussi saluer et rendre hommage à tous les pays dont certains sont représentés ici, qui nous soutiennent et qui participent physiquement au combat que nous menons contre le terrorisme au Sahel. Je leur dis donc merci en votre nom à tous. Je voudrais donc à présent
déclaré ouvert le colloque régional sur la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel et nous souhaiter plein succès dans nos réflexions et dans nos débats. Ce phénomène du siècle doit avoir une approche participative des États et partenaires afin de dissuader les jeunes de faire très attention à l'endoctrinement et à la radicalisation des groupes extrémistes qui utilisent les différents réseaux sociaux. Les travaux de la réunion annuelle des assises du comité de pilotage de la stratégie pour le développement et la sécurité dans la zone sahélo-saharienne du Niger ont ouvert hier matin au palais des congrès. Suleiman Ibrahim Bawa pour le reportage. Évaluer les chemins parcourus et jeter les jalons de nouvelles perspectives pour l'année à venir, tels sont les buts de cette réunion ordinaire du comité multisectoriel de pilotage 2015-2016 de la stratégie pour le développement et la sécurité SDS Sahel dans les zones sahélo-sahariennes en présence de ses partenaires. Les interventions du PNUD dans le domaine de la paix et de la sécurité sont assez multiples. Elles concernent la gestion intégrée des frontières dans les régions de Difa et de Tillabéri, c'est-à-dire dans la région du bassin du lac Tchad et du Litako Goma, le renforcement du dispositif national de sécurité au niveau national, régional et départemental, à travers la mise en place, la formation et la dotation en équipement des postes de commandement mixte. Tous les appuis de l'Union européenne dans le cadre de la SDS sont coordonnés avec les appuis des autres partenaires présents sur le terrain, en particulier les États membres de l'Union européenne et leurs agences de coopération. Les axes d'intervention ainsi que les initiatives qui s'y rapportent demeurent certes pertinents au vu de la situation des zones cibles. Cependant, ces zones font face à de nombreux défis et de nouveaux défis qui nécessitent et justifient que l'on y prête une attention particulière. Il s'agit en particulier des défis liés à la migration irrégulière et à tous les trafics et passe-droits qui y sont associés. Le gouvernement se félicite du niveau de mise en œuvre des activités avant de souligner certaines insuffisances. Tout en se félicitant du niveau appréciable des résultats atteints depuis la dernière réunion du comité de pilotage en juin 2015 et de la volonté politique favorable à la poursuite et à l'intensification de la mise en œuvre de l'ASDS Sahel Niger, il est lieu d'évoquer certaines contraintes qui risquent de ralentir la dynamique actuelle si des mesures idoines ne sont pas prises. Il s'agit notamment de l'insuffisance de financement du plan d'action de la SDS Sahel Niger, la faible coordination des interventions dans les communes cibles de la SDS qui ne favorise pas la synergie, la complémentarité et le suivi et évaluation des actions. Rappelons que les autorités nigériennes ont créé la SDS Sahel afin de renforcer les opportunités de développement orientées sur un grand accès des populations des zones d'intervention aux services sociaux de base, notamment dans les zones en conflit. Poursuivons le journal pour aller à la grande salle du gouvernorat qui a servi de cadre hier matin à une réunion de synthèse et d'évaluation concernant la campagne d'évaluation de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides bénéficiés par la population de Niamey. N'est-ce pas, Grouza Hassoumi? Les autorités nigériennes et ses partenaires ont entrepris il y a quelques semaines une opération de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au titre de 2016. Pour faire la synthèse de cette campagne, le jeudi 18 décembre 2016, les acteurs se sont retrouvés dans les locaux du gouvernorat de la région de Niamey. Nous remercions nos partenaires, surtout le CRS, parce que tous les districts, dans les présentations, personne n'a fait cas d'un manque de moyens, ce qui veut dire que les moyens mis à votre disposition ont été largement suffisants. Et c'est rare, dans toutes vos présentations, lors des précédentes activités, on parle toujours de manque de moyens. Cette fois-ci, personne n'a parlé de manque de moyens. C'est quand même rare et je félicite au passage donc, les partenaires qui ont mobilisé donc, ces moyens pour nos districts sanitaires. La lutte contre le paludisme est l'un des objectifs de cette campagne qui a concerné la population de Niamey. Il fait partie effectivement des premières causes de mortalité.
sécurité dans notre pays. Donc c'est ça qu'on a évalué et pratiquement, comme vous l'avez constaté, effectivement, c'est une satisfaction totale parce que la couverture elle est au-delà de 90% pratiquement et toute la population a eu à avoir cette moustiquaire. Maintenant, ce qui est souhaitable, c'est l'utilisation parce que avoir une moustiquaire, c'est une question, mais l'utiliser en est une autre. Effectivement, on va continuer à sensibiliser la population effectivement pour l'utilisation à bon escient de cette moustiquaire, mais aussi effectivement d'utiliser d'autres moyens de prévention effectivement du paludisme, notamment l'assainissement de l'environnement, parce qu'effectivement c'est le moustique qui transmet effectivement ce paludisme. Alors il faut prendre des précautions pour assainir l'environnement, essayer d'empêcher à ces moustiques de se multiplier pour pouvoir transmettre effectivement ce paludisme. Chaque district sanitaire a fait son bilan de campagne au cours de la rencontre. Autre aspect dans cette édition, les conseillers de la ville de Niamey étaient en conclave par la motion de défiance du maire central. Malgré tout, Hassan Seydou a pu échapper à cette motion. Le reportage est signé Aboubakar Alou. La destitution du maire central de la ville de Niamey est loin d'être faite. Hassan Seydou vient d'échapper à sa chute. C'est dans une rencontre organisée à huis clos que les dépositaires de la motion de défiance ont décidé de retirer leurs lettres de défiance déposées contre le président du conseil de ville de Niamey. Les signataires, au regard de beaucoup de considérations, ont pris la responsabilité de retirer la dite motion. Et l'ensemble des conseillers en ont pris acte. Je demeure convaincu que cet événement aura un impact positif sur la gouvernance de la ville de Niamey. Après le retrait de la lettre, le maire central s'est dit engagé à corriger les faits qui lui sont reprochés. Je les remercie d'avoir retiré cette motion et l'heure est plutôt au rassemblement. Pour ma part, ce sera sans rancune. La seule chose qui compte, c'est notre engagement commun à tous, les 45 conseillers élus, avec l'exécutif, moi-même et les 3 vice-présidents. Je dis donc l'engagement de tous pour répondre à l'attente de nos concitoyens. C'est à ça qu'on va s'atteler les prochains jours. Et j'ai entendu tout ce qui a été dit autour de la chose. Partout où c'était possible, je mettrai tout en œuvre pour que le Conseil fonctionne correctement. C'est vrai que la situation, je reconnais, est très difficile pour nous tous. Parce que 5 mois d'arrêt de salaire, ça veut dire beaucoup de choses. Socialement parlant, c'est intenable. Espérons qu'après cette fantaisiste motion de défiance, si on peut l'appeler ainsi, les conseillers municipaux vont travailler en harmonie pour le développement de la ville de Niamey. Justement, cette motion de défiance contre le maire central, président de ville de Niamey, a suscité la réaction du maire de la 3e arrondissement, suivant son extrait. Au cours de cette session extraordinaire, il y a eu beaucoup de débats pour eux, mais à la fin, la raison a prévalu car une majorité s'étant dégagée en faveur de la sérénité et de la cohésion sociale du groupe. Après une interruption, les conseillers se sont retrouvés et l'annulation du débat, du vote, de la déclaration qui a été lue au cours de ce conseil extraordinaire, ainsi que la motion ont été retirées. Ce qui met fin au scénario de la motion de défiance. La motion de défiance
ainsi que l'interpellation sont des moyens mis à la disposition par la loi aux conseillers pour pouvoir dénoncer la malgouvernance. Je crois que les conseillers sont dans leur droit. Ils ont dit ce qui ne va pas. Et le maire président du conseil de ville, je l'ai suivi, a dit mais même si tout n'est pas faux et qu'il va s'amender, mais je crois que la dénonciation doit amener de façon pédagogique que le maire change de fusil d'épaule. Pour certaines choses, nous avons la Alicia, nous avons les inspections. Je crois qu'au lieu de venir qui a raison, qui a tort, le Niger est un pays de droit. Toutes les institutions fonctionnent. Je crois qu'il n'y a pas de débat à faire. Vous venez de suivre alors l'intervention du maire du 3e arrondissement de la ville de Niamey. Parlons de l'exploitation aurifère avec la société des mines du Liptako qui mène des activités de production aurifère sur le site de Samira, une société qui tient aujourd'hui son conseil d'administration, qui a tenu hier son conseil d'administration qui connaît depuis quelques années des difficultés. Le reportage est signé Abari Ousmane. Société des mines du Liptako, la SML est une société de droit nigérien. Elle exploite depuis 2004 le site aurifère de Samira. Après une suspension de ses activités en avril 2013, la société est reprise par la Sopamine, Société du patrimoine des mines du Niger, avant de redémarrer ses activités en février 2014. Depuis, il n'y a eu aucun investissement et la production aurait chuté. Selon un document mis à la disposition des journalistes lors d'une récente visite guidée sur le site de Samira, la SML connaîtrait de sérieuses difficultés, tant à la mine qu'à l'usine de traitement du minerai. Certaines informations font cas également d'un manque de transparence dans la gestion de la société. Pour vérifier ces informations, nous nous sommes rendus sur les lieux où se tient le conseil d'administration de la SML. Malheureusement, aucune voix n'a voulu s'exprimer à notre micro. C'est donc dans un contexte caractérisé par un déficit de transparence qu'interviennent les pourparlers de reprise de la SML par une entreprise nigériane qui manifeste son intérêt dans le capital de la société à hauteur de 115%. Si d'aventure l'État du Niger devait vendre les 115% des actions aux Nigérians, l'audit de la SML est de toute évidence indispensable. C'est plutôt le commentaire de Abari Ousmane. Autre aspect dans cette édition créée en 1995 par les autorités nigériennes. Le Bureau nigérien des droits d'auteur BNDA a pour vocation la collecte et la redistribution des droits des auteurs liés à la production des œuvres artistiques, de contrôler et de protéger toute production d'œuvres artistiques afin de mettre les artistes leurs droits. Le reportage est signé Ibrahim Mamalawali. Voilà 21 ans que le Bureau nigérien des droits d'auteur a été créé par les autorités nigériennes dans le but d'aider les artistes nigériens avec pour mission le contrôle et la protection des œuvres artistiques, la collecte et la redistribution des droits liés à la consommation de ces œuvres à leurs auteurs. Donc l'État nigérien, à l'image des autres pays, a été utile de mettre en place une structure de gestion collective depuis 1995 qui s'occupe de la gestion collective des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas utiliser une œuvre d'autrui sans pour autant, n'est-ce pas, payer un droit à l'utilisation. Le BNDA n'a pas assez de ressources, non seulement pour recruter, mais l'État aussi met à la disposition du BNDA des agents. Mais malheureusement, nous n'avons pas sincèrement assez d'argent. C'est une réalité. Nous sommes en train de faire le plaidoyer au niveau des autorités compétentes, notamment notre ministère de tutelle, pour qu'ils puissent nous
mettre à notre disposition des agents. Pour les artistes, auteurs, compositeurs et interprètes qui se battent jour et nuit et qui font la fierté du Niger, cette malheureuse situation dans laquelle ils végètent mérite d'être solutionnée. Je pense que la redistribution du BNDA, c'est vrai, jusqu'à présent, c'est pas le top de ce que nous pensions. Je pense que c'est pas de la faute aussi du BNDA, mais il y a un manque de sensibilisation au niveau des consommateurs. Il y a un manque de sensibilisation des consommateurs publics et qui n'est pas encore vraiment net comme nous le voulons. Donc il va falloir encore une haute sensibilisation au niveau de tous ces opérateurs et ces consommateurs. Le droit d'auteur, c'est le salaire de l'artiste en principe. Le droit d'auteur, c'est, comme on le dit, c'est ce qui revient à l'artiste après l'utilisation de ses œuvres. À un certain moment, Goodluck s'est rendu compte de l'importance de l'industrie culturelle, donc que ce soit les films, les musiques d'Andeli et aussi les films Ibo et musique Ibo. Et il a décidé d'investir, et je vous dis des milliards. Il a carrément mis sur une année, il a mis 2 milliards de dollars, s'il vous plaît. Je répète, 2 milliards de dollars. Voilà ce qu'il a mis en une année. Et aujourd'hui, vous voyez les productions, quand on voit les productions, c'est les productions qu'ils font, que ce soit les productions des films Hausa ou même de Ibo. On voit que c'est de la production professionnelle, c'est raffiné, c'est bien fait et ça, aujourd'hui ça voyage partout au monde. Et c'est normal qu'on puisse comprendre aujourd'hui que la musique ne nourrit pas son homme au Niger, parce que si aujourd'hui, rien qu'au droit d'auteur, tu n'arrives pas à t'en sortir, pourtant quand tu regardes nos télés, il n'y a que nos sons qui passent, il n'y a que la musique nigérienne qui passe. Donc vraiment moi c'est que je pense, on doit y remédier sur ce point-là d'abord avant d'y penser à autre chose. La scène uniquement ne peut pas nourrir. Aujourd'hui il y a trop de piraterie, tu sors un album à part le concert, tu ne peux plus surveiller parce qu'il y a la piraterie qui est là. Je ne sais pas qui doit contrôler, qui fait quoi, qui fait qui. C'est l'internet qui est là. Donc ton album aujourd'hui, avant même la sortie, tu l'entends dans des portables et tout. Donc tu vois, c'est vraiment difficile. Moi, ce que je pense, il faut essayer de voir dans ce cadre, essayer d'organiser cette structure pour essayer de sortir le droit d'auteur, de sortir pour ces artistes, essayer de voir comment les aider à gagner un bon gain sur leur droit d'auteur, ce qui leur revient, parce qu'il suffit juste de contrôler comment ça se passe, le réseau et tout, et aujourd'hui tout le monde peut s'en sortir. Et aujourd'hui essayer encore de contrôler la piraterie, parce que c'est ça leur boulot. Moi je pense que s'ils pensent à faire leur boulot comme il le faut, à essayer de trouver assez de gens pour ça là, pour essayer de surveiller les télés, les radios, les bars et tout. Quand tu vois aujourd'hui il y a combien de personnes au droit d'auteur qui peuvent surveiller les télés, les radios et tout. Pas plus quand tu vois, moi je parle au CFPM, il n'y a que 10 il paraît. 10 ou 12, je ne sais pas, un truc comme ça. Il y a combien de télés aujourd'hui? Donc rien que les télés dépassent le nombre de gens qui peuvent contrôler, c'est compliqué. Puisque l'art est censé nourrir son homme et que le bureau nigérien des droits d'auteur est censé la protéger, il serait alors impératif que des ressources humaines et matérielles soient mises à la disposition du BNDA pour qu'il mène à bien sa mission. Point final de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.